Imaginez un empire si vaste que son pouvoir s'étendait sur 3 continents. Un chef dont la parole faisait loi pour des millions et dont l'ambition a façonné le destin des civilisations. Ceci n'est pas un mythe, mais la réalité du règne de Soliman le Magnifique, le plus grand sultan de l'Empire ottoman. Préparez-vous pour un voyage à travers l'ère la plus glorieuse et brutale de l'un des empires les plus puissants de l'histoire. L'année 1520 marquait un tournant dans la trame du temps, un moment où les grandes puissances du monde s'alignaient pour une confrontation décisive. À l'ouest, l'Europe, mosaïque de royaumes chrétiens, bouillonnait dans un chaudron d'ambition et de conflits internes. Les flammes de la réforme protestante, allumées par Martin Luther, menaçaient de déstabiliser l'hégémonie de l'Église catholique, tandis que des monarchies comme la France des Valois, l'Espagne des Habsbourg et le Saint-Empire romain germanique se livraient à une danse complexe d'alliances et de guerres pour la suprématie. C'était un continent puissant, certes, mais fragmenté, ses énergies dispersées dans des querelles incessantes pour le territoire et l'influence. Parfois, ils sous-estimaient l'ennemi commun qui surgissait à l'Est, ou pire, tentaient de l'utiliser comme pion dans leur propre jeu de pouvoir. L'Autriche, en particulier, ressentait le souffle brûlant du danger, car elle était en première ligne face à une avancée apparemment inarrêtable. Tandis que l'Europe se débattait dans ses luttes internes, une force unique se consolidait à l'Est. L'Empire ottoman, colosse forgé dans le feu de la foi et de la guerre, n'était plus seulement une menace, mais une superpuissance dominante, étendant son emprise sur d'immenses territoires. De l'Algérie vibrante aux champs fertiles de l'Égypte, en passant par les eaux tumultueuses du Danube et les hauts plateaux de l'Anatolie, jusqu'aux terres mystiques de l'Euphrate, son pouvoir rayonnait sans précédent. Les sultans précédents avaient bâti un héritage imposant. Bayezid Ier, qui faillit conquérir Constantinople au XIVe siècle. Mehmed II, le conquérant, qui brisa les murailles imprenables de Byzance en 1453, scellant le sort de la seconde Rome et la transformant en Istanbul, joyau de la couronne ottomane. Et Selim Ier, l'inflexible, qui doubla la taille de l'Empire en seulement 8 ans, consolidant le contrôle sur le Levant et l'Égypte et assurant le titre de califat à la dynastie ottomane. Selim, avec sa brutalité calculée, avait balayé les menaces safavides à l'est et mamelouks au sud, laissant derrière lui un trésor impérial débordant et une armée disciplinée, avide de nouvelles conquêtes. À Istanbul, l'imposant palais de Topkapi, cœur battant d'un empire s'étendant sur 3 continents, attendait son nouveau maître. La nouvelle de la mort de Selim Ier résonnait dans les couloirs de marbre et de soie, non pas avec tristesse, mais avec l'attente solennelle d'une nouvelle ère. L'Empire ottoman était alors une machine de guerre et d'administration parfaitement huilée, avec une bureaucratie efficace et un corps de janissaires et de sipahis enviés par toutes les nations. Il manquait cependant la vision d'un chef capable non seulement de maintenir cette machine, mais de l'élever à son apogée. Les prophéties et les astrologues de la cour murmuraient déjà l'arrivée d'un seigneur de la conjoncture, un dirigeant destiné à unifier le monde sous sa bannière, à harmoniser la loi séculière avec la divine, et à projeter le pouvoir ottoman au-delà de toute frontière imaginable. C'était le prélude à l'ascension d'une figure légendaire. Nul ne pouvait prévoir l'ampleur du règne qui allait commencer, ni la profondeur de la transformation que Soliman Ier apporterait à l'histoire. Il ne serait pas seulement un sultan, il serait un architecte d'empire, un législateur d'une nouvelle ère, un mécène des arts et un commandant militaire redoutable. Le monde allait bientôt assister à l'ère d'un sultan qui non seulement gouvernerait de vastes territoires, mais les façonnerait en une légende vivante. Des cendres de l'ancien sultan émergerait une figure qui forgerait l'Empire ottoman à son zénith de puissance et de gloire, gravant son nom dans l'histoire comme Soliman le Magnifique, un véritable sultan immortel. Son arrivée au pouvoir n'était pas une simple succession, c'était l'accomplissement d'un destin, le prélude d'un règne qui redéfinirait l'équilibre des pouvoirs mondiaux et laisserait une empreinte indélébile sur toutes les civilisations. Le rideau s'ouvre sur le chapitre le plus splendide de l'histoire ottomane,
avec un chef qui défierait le temps et la mort dans sa quête de la perfection impériale. L'ascension de Soliman ne représentait pas seulement une transition de pouvoir au sein de la dynastie ottomane, c'était l'aboutissement logique de siècles d'expansionnisme implacable et méticuleux. Depuis ses origines modestes comme une petite tribu nomade dans les steppes anatoliennes, l'Empire s'était étendu avec une détermination féroce, absorbant méthodiquement les derniers vestiges de l'Empire byzantin, déclinant et consolidant son emprise sur les Balkans fertiles, le riche Levant et l'Égypte stratégique. Chaque sultan précédent d'Osman Pron, le fondateur de la dynastie, à Bayezid Pron, qui faillit renverser Constantinople au XIVe siècle, et Mehmed II, le conquérant audacieux, qui brisa finalement les murailles imprenables de Byzance en 1453, transformant la seconde Rome en la glorieuse Istanbul, joyau de la couronne ottomane, avait ajouté une pièce essentielle à ce mosaïque grandiose de conquêtes et de cultures. Mais parmi eux, c'est Selim Prim, le père de Soliman, surnommé l'Inflexible, qui légua à son fils un empire d'une étendue et de ressources sans précédent. En seulement 8 ans de règne, Selim avait doublé l'extension territoriale de l'Empire, écrasant l'Empire mamelouk au sud et consolidant le contrôle sur les villes saintes de l'islam, la Mecque et Médine, conférant à la dynastie ottomane le prestigieux titre de califat. Il avait également affronté et contenu la menace croissante de l'empire safavide de Perse, chiite et idéologiquement opposé aux Ottomans sunnites, sécurisant les frontières orientales et laissant un trésor impérial débordant, ainsi qu'une armée disciplinée, dont les janissaires et sipahis étaient l'envie de toute nation. La brutalité calculée de Selim avait balayé les obstacles, préparant le terrain pour que son successeur oriente les énergies de l'Empire vers de nouvelles directions. Cependant, cet empire colossal, bien que puissant, faisait face à des défis exigeant plus que la simple force brute de l'épée. Les routes commerciales, vitales pour la prospérité ottomane, étaient en constante compétition avec les puissances navales européennes, comme la République de Venise et l'émergent empire portugais, qui, avec leur flotte d'exploration, cherchaient de nouvelles voies maritimes vers les richesses convoitées de l'Orient, menaçant le monopole terrestre ottoman. À l'est, la rivalité persistante avec les Safavides représentait une source constante de tensions religieuses et militaires, nécessitant une attention et des ressources continues. L'Europe chrétienne, malgré ses divisions internes, regardait l'avancée ottomane avec un mélange de terreur et de fascination, consciente que la chute de Constantinople n'était qu'un prélude à des ambitions encore plus grandes. Les Habsbourg, en particulier, voyaient l'Empire ottoman comme la plus grande menace à la chrétienté et à leur propre hégémonie en Europe centrale. Dans cet échiquier géopolitique complexe et instable, le jeune sultan, qui endosserait le manteau de son père, devait posséder non seulement des compétences militaires exceptionnelles, mais aussi une vision stratégique aiguisée, une sagacité politique incontestable et un génie administratif pour harmoniser et gouverner une myriade de cultures et de religions sous sa couronne. Il devait maîtriser l'ambition des pachas et des généraux, gérer les tensions internes et projeter une image de pouvoir et de justice inspirant à la fois loyauté et crainte. Soliman était la pièce maîtresse de ce jeu de pouvoir global, et son règne promettait de redéfinir non seulement les frontières géographiques du monde connu, mais aussi les perceptions du pouvoir, de la culture et de la civilisation. Le présage d'une nouvelle ère flottait dans l'air, et le sultan qui siégerait sur le trône serait l'architecte de son propre destin et de celui d'un empire atteignant des hauteurs inimaginables. Le berceau de Soliman n'était pas Istanbul, le joyau de l'Empire, mais Trébizonde, une ville portuaire stratégique sur les rives de la mer Noire, en l'an 1494 après Jésus-Christ. Ce lieu, bien qu'éloigné de la capitale, n'était pas choisi au hasard. C'était une province traditionnelle pour l'apprentissage des princes ottomans, un endroit où les héritiers impériaux étaient envoyés pour maîtriser les arts de l'administration et du commandement, loin des intrigues étouffantes du centre du pouvoir. Il était le fils de Selim Prin, l'Inflexible,
un sultan connu pour sa brutalité, son intelligence acérée et son ambition insatiable. Et Daïché Hafsa Sultan, une femme d'un intellect remarquable et d'une influence profonde, dont le lignage remontait aux origines tatares et circassiennes, insufflant à Soliman un héritage de force et d'astuce de diverses ascendances. L'enfance du jeune prince ne fut donc pas marquée par un luxe oisif ou des indulgences excessives. Ce fut une période de discipline rigoureuse et de préparation incessante pour l'inévitable fardeau de la gouvernance. Selim Ier, malgré sa nature implacable, ou peut-être à cause d'elle, était un père avisé. Il comprenait l'importance de former un successeur digne et, surtout, capable. Ainsi, il s'assura que Soliman reçoive l'éducation la plus complète et avancée de son époque. Les premières années de Soliman furent consacrées à un programme rigoureux. Il maîtrisait le persan et l'arabe, langues essentielles pour la diplomatie et l'érudition islamique de l'époque, en plus de son turc ottoman natal. Cette maîtrise linguistique n'était pas un simple ornement. Elle ouvrait les portes d'un vaste savoir accumulé dans les bibliothèques de l'Empire et dans les échanges avec les émissaires étrangers. Outre les études théologiques et philosophiques qui le reliaient aux racines islamiques de son empire, il se plongeait dans l'histoire, la géographie, les mathématiques et, de manière cruciale, dans les stratégies militaires des grands conquérants. Ses précepteurs comptaient parmi les plus brillants érudits, théologiens et généraux de l'Empire. Ils ne se contentaient pas de transmettre des connaissances, mais inculquaient les valeurs de justice, de prudence et de droiture. Soliman apprenait l'importance du Qanun, loi séculière ottomane, et de la charia, loi islamique, comprenant dès son jeune âge la nécessité de les harmoniser pour un gouvernement efficace et équitable. Une attention particulière était portée à ses compétences pratiques. Il étudiait les tactiques de guerre, non seulement dans les manuscrits, mais les mettait en pratique sur les terrains d'entraînement. L'escrime, le tir à l'arc à cheval, arts militaires essentiels pour un chef ottoman, faisaient partie de son quotidien. Étonnamment, et révélateur de son esprit méticuleux, Soliman consacrait également du temps à l'art de l'orfèvrerie. Il ne s'agissait pas d'un simple passe-temps. Il forgeait lui-même ses bijoux, une compétence qu'il continuerait à pratiquer même en tant que sultan. Ce détail, apparemment mineur, offre un aperçu d'un esprit méthodique, patient et talentueux, capable de travailler avec précision et beauté, des qualités qui se reflèteraient plus tard dans sa passion pour l'architecture monumentale et la réforme des lois de l'Empire. Son ambition n'était pas impulsive, mais forgée dans le calme et la maîtrise, comme l'orfèvre façonne l'or brut. La formation de Soliman ne se limitait pas aux études académiques ou à l'artisanat de l'orfèvrerie. Crucialement, sa préparation au trône incluait la pratique de la gouvernance provinciale dès son plus jeune âge. Suivant une tradition ottomane établie, il fut nommé gouverneur de plusieurs provinces importantes. D'abord Kaffa, en Crimée, puis Manisa, une région stratégique de l'Anatolie occidentale. Ses expériences précoces furent un véritable terrain d'essai pour ses compétences. Loin de la protection directe de la cour d'Istanbul et souvent de son père, Selim Ier, le jeune prince dut apprendre à gérer la complexité de l'administration de vastes territoires, à résoudre les conflits entre différentes factions, à maintenir l'ordre et à superviser les affaires militaires. À Manisa en particulier, Soliman se plongea pleinement dans les responsabilités d'un gouvernant. Il se familiarisa avec la bureaucratie complexe de l'Empire, apprit à déléguer et à superviser, et plus important encore, à comprendre les besoins et les aspirations du peuple sous son commandement. C'est là qu'il commença à montrer les premiers signes indéniables d'un leadership incontestable. Une profonde compréhension de la justice, un discernement remarquable pour juger les causes et les conflits, et un calme impressionnant même face à des situations sous haute pression. Contrairement à nombre de ses prédécesseurs, qui pouvaient être impulsifs, l'approche de Soliman était toujours méthodique et calculée, un trait qui le distinguerait. Bien qu'il n'y ait pas de récit de traumatisme ouverts et explicites dans son enfance au sens personnel, l'ombre de son père, Selim Ier, planait constamment sur lui. Selim était un sultan implacable,
qui avait tracé son propre chemin vers le trône en éliminant brutalement frères et neveux, une pratique courante dans la dynastie ottomane pour éviter les guerres civiles. Soliman fut témoin, ou du moins informé en détail, de la froideur et de la détermination de son père à maintenir un contrôle absolu du pouvoir. Cette leçon implicite sur la brutalité nécessaire pour gouverner et l'importance d'une loyauté incontestable envers le centre du pouvoir façonna certainement l'ambition et le tempérament de Soliman. Il n'était pas explosif ou cruel par nature, mais comprenait la nécessité d'une main de fer lorsque cela était requis, et l'importance d'éliminer les menaces potentielles à la stabilité de l'Empire, même si cela impliquait des décisions douloureuses et familiales. Ainsi, l'ambition de Soliman n'était pas une fureur impulsive, mais une détermination forgée dans le calme, la maîtrise acquise dans divers domaines et une compréhension implacable de la nature du pouvoir. Les provinces qu'il gouverna furent un microcosme du vaste empire qu'il était destiné à hériter. Il apprit à communiquer avec des généraux expérimentés, à écouter les sages conseils des oulémas, érudits islamiques, et à observer la dynamique des rivalités de la cour. Lorsque la nouvelle de la mort de son père arriva enfin et que l'appel au trône se fit entendre, Soliman était non seulement préparé par droit de naissance, mais forgé par des années d'expérience pratique et par l'absorption subtile des dures leçons du pouvoir ottoman. La nouvelle de la mort de Selim Ier, l'implacable, inflexible, arriva à Manisa comme un coup de tonnerre dans un ciel d'été. Pour Soliman, ce n'était pas un choc, mais la confirmation d'un destin longtemps attendu. À l'âge de 26 ans, il était le seul fils survivant de Selim, ce qui, dans un empire où la succession était souvent baignée de sang fraternel, simplifiait le processus, mais n'éliminait pas la tension. La machine impériale, habituée à la main de fer de Selim, attendait avec anticipation et une certaine appréhension l'arrivée du nouveau monarque. Rapidement, Soliman partit pour Istanbul, sa capitale, où la cérémonie d'intronisation l'attendait. À une époque de communication lente, la transition devait être rapide et incontestable pour éviter tout vide de pouvoir exploitable par des rivaux internes ou externes. L'entrée de Soliman à Istanbul fut un spectacle de solennité et de puissance. Contrairement à son père, dont l'ascension fut marquée par une répression brutale, Soliman opta pour une voie plus conciliante, mais tout aussi ferme. Ses premiers actes en tant que sultan furent un mélange de justice et de stratégie. L'un de ses premiers gestes significatifs fut l'indemnisation des familles de marchands égyptiens dont les fortunes avaient été confisquées par Selim Ier. Cette mesure, apparemment mineure, envoya un message puissant. Le nouveau sultan n'était pas un tyran arbitraire, mais un chef cherchant justice et ordre, un contraste délibéré avec l'image de son père. Cette action apaisa non seulement une classe marchande importante, mais solidifia également la loyauté des provinces conquises en Égypte. Cependant, la couronne ottomane n'était pas un fardeau léger, et l'ascension au pouvoir était souvent accompagnée de conflits internes. Bien que Soliman n'eut pas de frère direct pour disputer le trône, l'immensité de l'Empire et le pouvoir accumulé par certaines figures de l'élite militaire et administrative signifiaient que la consolidation du trône exigeait une main ferme. Le trésor impérial, gorgé par les conquêtes de Selim, fut l'un des premiers sujets de mécontentement. Les janissaires, l'élite militaire de l'Empire, habitués à recevoir un bakshich, paiement généreux, à chaque nouvelle intronisation de sultan, attendaient une fortune. Soliman, conscient de la nécessité de maintenir la loyauté de cette force cruciale, mais aussi de l'importance de démontrer son contrôle, distribua les paiements promis, mais fit comprendre que toute insubordination serait sévèrement réprimée. Cette démonstration de générosité maîtrisée, mêlée d'autorité incontestable, établit le ton de son règne dès le début. L'un des premiers tests de son autorité survint sous la forme d'une rébellion en Égypte, menée par Khanberdi Ghazali, le gouverneur mamelouk nommé par Selim, qui vit dans le changement de sultan une opportunité de restaurer l'autonomie mamelouk. Ghazali se proclama sultan d'Égypte et de Syrie, défiant directement la souveraineté ottomane. Soliman n'hésita pas.
Il envoya une armée considérable sous le commandement d'un de ses généraux les plus fiables, l'expérimenté Ferhad Pacha. La réponse fut rapide et brutale. En janvier 1521 après Jésus-Christ, les forces rebelles de Ghazali furent écrasées près de Damas, et lui-même fut tué. La tête de Ghazali fut envoyée à Istanbul comme un avertissement sanglant. Cette répression rapide et décisive de la rébellion initiale consolida l'autorité de Soliman et servit de rappel puissant que, malgré sa réputation de justicier et de législateur, il était avant tout l'héritier de Sélim, capable d'agir avec la même férocité lorsque l'Empire était menacé. La couronne de feu était sur sa tête et il était prêt à embraser. La répression rapide et brutale de la rébellion de Ghazali en Égypte fut un prélude puissant aux ambitions de Soliman. Il avait hérité d'un empire vaste et riche, mais conscient que le pouvoir devait être constamment affirmé et étendu. Sa vision ne se limitait pas à maintenir le statu quo. Il aspirait à consolider l'hégémonie ottomane sur des routes commerciales cruciales et des territoires stratégiquement vitaux. Le premier grand objectif de son attention fut l'île de Rhodes, la forteresse des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean. Cette île, stratégiquement située dans la Méditerranée orientale, était une épine dans le flanc ottoman depuis plus de 2 siècles. Rhodes abritait une ordre militaire chrétienne qui, outre être une nuisance constante pour le commerce ottoman, représentait un symbole irritant de la résistance chrétienne au cœur des routes maritimes vers l'Égypte et le Levant. Le grand-père de Soliman, Mehmed le Conquérant, avait tenté et échoué à prendre Rhodes en 480 après Jésus-Christ, et Selim Pam, son père, nourrissait l'ambition de le faire. Maintenant, c'était au tour de Soliman de prouver ses capacités. À l'été 1522 après Jésus-Christ, Soliman lança l'une des plus grandes opérations militaires de l'Empire ottoman jusqu'alors. Une flotte massive, composée de centaines de navires de guerre, transporta une armée estimée à plus de 100 000 hommes et 300 canons vers Rhodes. Le siège fut implacable. Pendant près de 6 mois, les Ottomans bombardèrent les formidables fortifications des Hospitaliers avec des canons géants, lancèrent des assauts massifs et affrontèrent une résistance désespérée des chevaliers menée par le grand maître Philippe Villiers de l'île Adam. Les pertes ottomanes furent immenses, mais la détermination de Soliman était inébranlable. Il était présent sur le champ de bataille, supervisant les opérations et inspirant ses troupes par sa présence, démontrant une patience stratégique et une ténacité qui surprenaient ses généraux. Malgré la défense acharnée des chevaliers, les murailles de Rhodes finirent par céder sous le poids des bombardements incessants et des assauts. En décembre 1522 après Jésus-Christ, épuisés et sans espoir de renfort, les Hospitaliers négocièrent leur reddition. Soliman, dans un geste qui deviendrait une marque de sa politique de justice et loi, même en temps de guerre, accorda des termes honorables. Les chevaliers furent autorisés à quitter l'île avec leur vie et leurs biens, un acte de magnanimité rare pour l'époque, surtout de la part d'un sultan envers des infidèles. La chute de Rhodes ne fut pas seulement une victoire militaire colossale, ce fut une affirmation stratégique. Elle élimina une base chrétienne hostile dans la Méditerranée orientale, ouvrit la voie à l'hégémonie navale ottomane dans la région et consolida la réputation de Soliman comme un conquérant redoutable, digne de ses ancêtres. Avec Rhodes sous son contrôle, Soliman tourna son regard vers l'ouest. Il n'était pas seulement un conquérant, mais un législateur. Conscient de l'immensité et de la diversité de son empire, il entreprit un ambitieux projet de réforme légale et administrative. Bien que la loi islamique, charia, fût la base, les lois séculières, qanun, nécessitaient une mise à jour pour s'adapter à la complexité d'un empire gouvernant des peuples de croyances et de coutumes différentes. Il chercha à harmoniser ces lois, établissant un code juridique englobant l'administration fiscale, les droits de propriété et la justice criminelle, visant efficacité et équité. Cette initiative lui valut le titre de Qanuni, le législateur en Orient. Il consolidait le trône non seulement par l'épée, mais par la plume, démontrant une compréhension profonde qu'un empire durable nécessite plus que des conquêtes. Il exige ordre et justice.
La couronne de feu était fermement posée sur sa tête et l'Empire se préparait pour une période d'expansion et d'éclat sans précédent. Avec Rhodes fermement sous contrôle ottoman et son autorité consolidée tant au sein de l'Empire que dans les provinces rebelles, Soliman était prêt à porter l'Empire ottoman à son zénith. La décennie de 1520 et les suivantes marqueraient l'apogée militaire, culturelle et politique de l'une des plus grandes puissances de l'histoire. La vision de Soliman était claire. Il voulait être reconnu non seulement comme l'héritier des califes et des Césars byzantins, mais comme le seigneur incontesté du monde, un dirigeant unissant l'Orient et l'Occident sous la bannière ottomane. Pour cela, l'Europe, et en particulier les domaines des Habsbourg, était le prochain grand théâtre. La première grande campagne occidentale de Soliman, après la chute de Rhodes, visa le cœur de l'Europe centrale, la Hongrie. Ce royaume chrétien, jadis puissant, était affaibli par des disputes internes et une défense désordonnée. Soliman voyait la Hongrie non seulement comme un objectif territorial, mais comme la porte d'entrée vers l'Europe. Son objectif initial fut Belgrade, une forteresse stratégique à la confluence des rivières Danube et Sava, qui avait résisté à de nombreux sièges ottomans antérieurs, y compris celui de son propre père. En 1521 après Jésus-Christ, à peine un an après son intronisation, Soliman mena personnellement une vaste armée pour le siège de Belgrade. Après une résistance désespérée, la ville tomba. La prise de Belgrade fut une victoire symbolique et stratégique d'une immense valeur, ouvrant la voie à de nouvelles incursions sur le continent européen. La chute de Belgrade ne fut qu'un prélude à la campagne qui choquerait l'Europe. En 1126 après Jésus-Christ, Soliman marcha de nouveau vers la Hongrie avec une armée colossale, estimée à plus de 100 000 hommes et 300 canons. Le jeune roi Louis II de Hongrie et de Bohême rassembla ses forces pour contrer l'invasion, aboutissant à la bataille de Mohacs, le 29 août 1526 après Jésus-Christ. Mohacs ne fut pas seulement une bataille, ce fut un massacre. La supériorité tactique et la discipline des janissaires ottomans, combinées à la puissance dévastatrice de l'artillerie ottomane, désintégrèrent les lignes hongroises en moins de 3 heures. Le roi Louis II lui-même mourut au combat, ou noyé dans sa fuite, un sort tragique symbolisant l'effondrement du royaume hongrois. La victoire à Mohacs fut retentissante et d'une portée historique. Elle ouvrit la plaine hongroise à l'avancée ottomane, élimina un des principaux obstacles à l'expansion occidentale et marqua le début de plus de 150 ans de domination ottomane sur une grande partie de la Hongrie. La capitale, Buda, fut pillée et les Ottomans emportèrent des trésors, manuscrits et artefacts d'une valeur inestimable. L'impact psychologique sur l'Europe fut immense. La menace ottomane n'était plus lointaine, mais aux portes du Saint-Empire romain germanique, provoquant une panique généralisée et forçant les puissances européennes à réévaluer leur stratégie de défense. Soliman, désormais surnommé le Seigneur des temps et Roi des rois, consolidait un empire qui brillait véritablement de puissance militaire. La victoire écrasante à Mohacs ouvrit les portes de l'Europe centrale, mais l'ambition de Soliman ne se limitait pas à l'expansion militaire. Il se considérait comme l'héritier légitime non seulement des califes de l'islam, mais aussi des Césars romains, une vision reflétée dans son désir non seulement de conquérir, mais aussi d'organiser et d'embellir son vaste empire. Avec la Hongrie soumise, le prochain grand objectif devint Vienne, la capitale des Habsbourg, cœur du Saint-Empire romain germanique et, pour Soliman, la clé de la domination européenne. En 1529, après Jésus-Christ, il lança un siège massif contre la ville. Les défenses de Vienne, cependant, se révélèrent plus résilientes que prévu. Le temps, la logistique et la résistance féroce des défenseurs chrétiens, combinés à la rigueur d'un hiver précoce, forcèrent Soliman à lever le siège, une des rares et notables non-victoires de sa carrière. Malgré cela, le simple fait d'atteindre les portes de Vienne était une démonstration de puissance sans précédent, un avertissement clair de la menace ottomane planant sur l'Europe. À l'est, l'empire safavide de Perse restait un rival tenace, tant sur le plan militaire qu'idéologique.
La rivalité entre les deux grandes puissances islamiques, ottomans sunnites et safavides chiites, entraîna de multiples campagnes. Soliman mena plusieurs expéditions contre la Perse, capturant des villes importantes comme Bagdad, centre historique du califat abbasside, et Tabriz. Ces conquêtes non seulement élargirent les frontières orientales, mais assurèrent également le contrôle ottoman sur des routes commerciales vitales et renforcèrent son prestige comme chef du monde islamique sunnite. L'annexion de Bagdad en particulier fut un coup symbolique et stratégique contre les Safavides, affirmant la suprématie ottomane en Mésopotamie et sur les anciens centres du savoir et de la religion islamique. Au-delà des champs de bataille, le règne de Soliman fut un véritable apogée culturel et administratif. Il était un mécène passionné des arts, un poète talentueux sous le pseudonyme de Mouhibi et un visionnaire en architecture. Sous son patronage, l'architecte en chef impérial, Mimar Sinan, transforma Istanbul avec des chefs-d'œuvre qui définissent encore aujourd'hui l'horizon de la ville. Des mosquées monumentales, comme la magnifique mosquée Süleymaniye, des ponts grandioses, des aqueducs complexes et des caravansérails opulents furent érigés à travers l'Empire, démontrant non seulement la puissance et la richesse, mais aussi la sophistication et le raffinement de la civilisation ottomane. La cour de Soliman devint un centre d'érudits, d'artistes, de poètes et d'artisans, attirant des talents de tout le monde islamique et au-delà. Les réformes légales de Soliman, qui lui valurent le titre de Kanouni, le législateur, furent aussi impactantes que ses conquêtes militaires. Il codifia et harmonisa les diverses lois de l'Empire, combinant les principes de la charia, loi islamique, avec le Qanun, loi séculière, créant un système juridique complet régissant les taxes foncières, les obligations des sujets, les peines criminelles et les procédures administratives. Cette modernisation du système légal apporta ordre et justice à un empire vaste et diversifié, établissant un précédent pour une gouvernance efficace. À son apogée, l'Empire ottoman sous Soliman était une superpuissance mondiale, avec un pouvoir absolu resplendissant tant dans les victoires militaires que dans la magnificence de ses réalisations culturelles et administratives. L'Empire de Soliman, bien que resplendissant de gloire extérieure et de puissance militaire, n'était pas à l'abri des ombres tapies dans les couloirs du pouvoir. Derrière la façade de prospérité et d'ordre, la cour ottomane était un creuset d'ambition, de rivalité et d'intrigue, où la loyauté était une denrée volatile et la paranoïa un outil de survie. Soliman, malgré sa magnificence, ne put échapper aux conspirations et trahisons qui formaient la face cachée de son paradis. Ces tensions, souvent invisibles aux yeux du peuple, pouvaient être aussi dangereuses qu'une armée ennemie. La figure centrale de cette toile d'intrigue était le grand vizir Pargalou Ibrahim Pacha. Ami d'enfance de Soliman, esclave d'origine grecque converti à l'islam, Ibrahim gravit les échelons de manière fulgurante, devenant le confident le plus proche du sultan, son principal conseiller et commandant militaire. Son influence était immense. Il était le deuxième homme le plus puissant de l'Empire, avec une autorité presque absolue sur les affaires civiles et militaires. La relation entre Soliman et Ibrahim était pour beaucoup une symbiose parfaite. Le sultan gouvernait et le grand vizir exécutait avec une efficacité et une loyauté admirables. Ibrahim était un diplomate astucieux et un stratège militaire brillant, responsable de nombreuses victoires initiales de l'Empire et de l'organisation de la bureaucratie. Cependant, le pouvoir d'Ibrahim généra inévitablement jalousie et ressentiment. Son ascension fulgurante, sa richesse et sa proximité avec le sultan en firent une cible pour beaucoup à la cour. Certains de ses propres actes, comme afficher des titres grandioses ou remettre en question l'autorité de certains oulémas, érudits islamiques, contribuèrent à sa chute. Il était perçu par certains comme arrogant et son influence sur Soliman était redoutée par ceux qui y voyaient une menace à l'équilibre du pouvoir. La plus implacable et influente de ses adversaires était Hürrem Sultan,
la favorite de Soliman, une femme à l'intelligence aiguisée et à l'ambition sans bornes, passée de concubine à épouse légale et mère de plusieurs enfants du sultan. La rivalité entre Hürrem et Ibrahim était légendaire et profondément personnelle. Hürrem voyait en Ibrahim un obstacle majeur pour l'avenir de ses propres fils, en particulier Mustapha, le fils aîné de Soliman, avec une autre concubine, Mahidevran. Mustapha était l'héritier présomptif, aimé du peuple et des janissaires, et Ibrahim était son grand soutien et mentor. Pour Hürrem, la seule manière d'assurer la succession pour l'un de ses propres fils était d'éliminer à la fois Ibrahim et Mustapha. Elle tissa une toile complexe d'accusations et d'insinuations, exploitant la paranoïa croissante de Soliman et sapant la confiance qu'il avait en son vizir. À ce stade, Soliman, qui voyait autrefois en Ibrahim l'image d'un frère loyal, commença à le considérer comme une menace potentielle au trône, ou du moins à être convaincu qu'il pourrait le devenir. L'intrigue contre Ibrahim Pacha, subtilement orchestrée par Hürrem Sultan et ses alliés, se développa sur des années, érodant la confiance de Soliman. Les accusations contre Ibrahim allaient d'un excès d'ambition et d'arrogance à des prétendues déloyautés et à l'accumulation d'un pouvoir rivalisant avec celui du sultan. Le point de rupture semble avoir été le moment où Ibrahim, se sentant intouchable, commença à utiliser le titre de sultan dans certains documents diplomatiques, ou à se proclamer sultanissime, une erreur fatale que Hürrem exploita avec maestria pour semer la discorde dans l'esprit de Soliman. Même l'amitié la plus profonde et la loyauté la plus éprouvée ne pouvaient résister à la paranoïa qui dominait parfois la cour ottomane. En 1536 après Jésus-Christ, après un repas au palais, Soliman envoya un messager inviter Ibrahim à passer la nuit dans ses appartements, un geste d'intimité qu'il faisait en occasion spéciale. Ibrahim accepta, ignorant le destin funeste qui l'attendait. Cette nuit-là, les exécuteurs du sultan, les hommes du cordon de soie, entrèrent dans les appartements d'Ibrahim et l'étranglèrent. L'exécution de Pargalı Ibrahim Pacha choqua l'Empire. Il avait été grand vizir pendant 13 ans, une période de gloire et d'expansion inégalée, et sa chute fut un témoignage brutal du pouvoir absolu du sultan et de la volatilité de la vie à la cour. Les biens d'Ibrahim furent confisqués par l'État, un coup financier aussi dévastateur que la perte d'un génie politique. Cette décision, encore débattue par les historiens, marqua un tournant dans le règne de Soliman, montrant que même les plus proches n'étaient pas à l'abri de sa colère ou de ses soupçons. Outre les intrigues à la cour, l'Empire faisait face à des fissures causées par des tensions religieuses et ethniques. Bien que Soliman fût un promoteur de la justice et d'une tolérance relative par rapport à d'autres dirigeants de l'époque, les tensions entre sunnites et chiites, en particulier avec l'Empire safavide d'Iran, se reflétaient à l'intérieur. La diversité culturelle et religieuse de l'Empire, bien qu'une source de richesse et de savoir, était aussi un foyer potentiel de désunion. Les provinces éloignées, comme le Yémen et le Caucase, exigeaient une vigilance constante et parfois des interventions militaires pour maintenir l'ordre et assurer la loyauté au sultan. Les pressions de la gouvernance d'un empire si vaste étaient immenses et la loyauté des gouverneurs et chefs locaux était constamment mise à l'épreuve. Plus insidieuse encore que les révoltes lointaines était la pression constante exercée par la famille impériale. Chaque prince, tel un lion endormi dans sa province, représentait une menace potentielle au trône. La tradition ottomane de fratricide, le meurtre de frères lors de l'accession au trône, bien que Soliman ne l'ait pas pratiqué à son intronisation, créait un climat de méfiance et de lutte pour le pouvoir entre les héritiers. Les factions à la cour s'alignaient avec différents princes, générant une atmosphère d'intrigue et de rivalité qui rongeait l'empire de l'intérieur. Soliman, qui avait échappé à ce sort, verrait ses propres fils devenir victimes de ce système brutal, culminant en tragédie personnelle qui le hanterait jusqu'à la fin de ses jours, montrant que même pour le magnifique, le paradis du pouvoir avait ses ombres les plus sombres. Derrière l'éclat de l'empire resplendissant et la façade d'un sultan tout-puissant,
La vie personnelle de Soliman le Magnifique était un drame shakespearien, empreint d'amour, de jalousie, d'intrigue et de tragédie. Dans le harem, cœur de la vie familiale et politique du sultan, les relations étaient complexes et parfois mortelles. La règle non écrite de la succession ottomane, qui encourageait la rivalité entre les fils pour déterminer le plus apte, transformait les princesses et concubines en stratèges implacables, dont les enfants étaient leur unique source de pouvoir et de sécurité. Dans cet environnement, la figure de Hürrem Sultan émergea comme une force sans précédent, redéfinissant le rôle de la femme à la cour ottomane et influençant directement le destin de l'Empire. Hürrem, à l'origine Roxelana, une esclave d'origine ruthène, actuelle Ukraine, arriva au harem comme un présent et captiva rapidement Soliman par son intelligence perspicace, son esprit vif et son sens de l'humour. Elle était différente de ses prédécesseurs. Brisant des siècles de tradition, Soliman l'épousa légalement, l'élevant de concubine à épouse officielle, un acte qui choqua la cour et le monde islamique. Ce mariage symbolisait non seulement l'affection profonde du sultan pour elle, mais aussi le pouvoir qu'elle avait conquis. Hürrem donna à Soliman plusieurs fils, dont des princes susceptibles d'hériter du trône, ce qui la mit en conflit direct avec la mère de l'héritier présomptif, Mustapha. Le prince Mustapha, fils de Soliman, avec Mahidevran Sultan, était l'aîné et aux yeux du peuple et des janissaires, le plus prometteur. Doté de charisme, d'intelligence et de talent militaire, il était largement aimé et vu comme le successeur naturel de son père. Ibrahim Pacha, le puissant grand vizir, était son mentor et allié, renforçant encore sa position. Cependant, l'émergence et l'influence de Hürrem, avec la naissance de ses propres fils, Mehmed, Selim, Bayezid et Cihangir, créèrent une rivalité explosive. Pour Hürrem, l'existence de Mustapha était une menace existentielle pour ses propres fils, car la tradition dictait que le nouveau sultan éliminait souvent ses frères pour consolider le pouvoir. Hürrem, avec une astuce remarquable, commença à tisser une toile d'intrigue et d'accusations contre Mustapha. Elle semait des doutes dans l'esprit de Soliman, suggérant que Mustapha était trop ambitieux et conspirait pour usurper le trône avant l'heure. Des lettres falsifiées et des rumeurs répandues à la cour, souvent avec le soutien de Rustem Pacha, le gendre de Hürrem et son principal allié après la chute d'Ibrahim, peignaient un tableau de trahison imminente. Soliman, bien qu'il aimât Mustapha et appréciât ses compétences, était avant tout un sultan paranoïaque quant à la sécurité de son trône. L'ombre du fratricide royal, pratique courante dans les dynasties ottomanes précédentes, planait comme une menace constante. La moindre insinuation de déloyauté d'un fils pouvait sceller son destin. La paranoïa et les intrigues culminèrent dans la décision la plus tragique de Soliman, l'exécution de son propre fils, Mustapha. En 1553 après Jésus-Christ, lors d'une campagne militaire contre la Perse, l'armée et le peuple, qui aimaient Mustapha, commencèrent à clamer ouvertement pour lui comme prochain sultan. Un acte de loyauté qui, dans l'atmosphère étouffante de la cour, fut interprété comme une insubordination et une conspiration. Soliman, convaincu par les machinations de Hürrem et Rustem Pacha, convoqua Mustapha à sa tente à Ereğli. Mustapha, bien qu'averti par des amis d'un possible piège, se rendit loyalement auprès de son père, croyant pouvoir dissiper tout malentendu. Cependant, en entrant dans la tente royale, il fut attaqué par les exécuteurs muets du sultan. Il lutta bravement, mais fut rapidement maîtrisé et étranglé sous les yeux attentifs de son père. La mort de Mustapha ne fut pas un événement isolé. La tragédie frappa la famille de Soliman sans relâche. Un autre fils de Hürrem, le prince Cihangir, qui avait un lien fort avec Mustapha, mourut de chagrin peu après l'exécution de son demi-frère, exacerbant la douleur du sultan. Des années plus tard, la rivalité entre les fils restants de Hürrem, Bayezid et Selim, éclata en une guerre civile ouverte. Bayezid, le plus charismatique et militairement talentueux, tenta de rallier un soutien contre son frère Selim, favori de Hürrem et de Soliman lui-même, malgré sa moindre popularité.
Soliman, épuisé par les disputes et voyant la révolte de Bayezid comme une menace directe à la stabilité de l'Empire, soutint Sélim. Bayezid fut vaincu en bataille et, cherchant refuge dans la Perse safavide, fut finalement livré aux Ottomans et exécuté avec ses fils sur ordre de son propre père. Ces choix cruels, dictés par la logique implacable de la succession ottomane et la pression des intrigues de la cour, révèlent la dimension humaine derrière le trône du Magnifique. Soliman n'était pas immunisé contre la douleur. Des récits indiquent qu'il fut tourmenté par les exécutions, en particulier celle de Mustapha. La perte de ses fils et la nécessité d'agir avec une telle dureté pour protéger l'intégrité de l'Empire, ou ce qu'il croyait être son intégrité, pesèrent lourdement sur son âme. L'image du grand législateur et conquérant se mêlait à celle du père, ordonnant la mort de ses propres héritiers. Un fardeau que peu d'hommes pourraient porter. Le portrait intime de l'homme derrière le trône révèle un dirigeant qui était à la fois un mécène de la justice et un despote au nom de la stabilité. Les exécutions d'Ibrahim Pacha et de Mustapha, ainsi que l'élimination de Bayezid, furent des décisions qui assurèrent la ligne de succession pour Sélim, qui deviendrait Sélim II, mais laissèrent des cicatrices profondes dans la dynastie et dans la perception du sultan lui-même. Le jugement des dieux n'était pas seulement un titre, c'était la réalité même de la vie à la cour de Soliman, où le destin des empires et des individus était décidé avec la même froideur sous la couronne flamboyante du sultan. La grandeur du pouvoir était inséparable de sa brutalité intrinsèque. Même pour un sultan de la stature de Soliman, le temps est l'adversaire le plus implacable. Après des décennies de conquêtes militaires sans précédent, de réformes législatives qui façonnèrent l'Empire et d'un épanouissement culturel qui l'éleva au rang de légende, le crépuscule de sa vie commença à se manifester. Les campagnes militaires implacables, les intrigues de la cour qui fauchèrent ses fils les plus capables et le poids de gouverner un empire s'étendant sur 3 continents commencèrent à exiger leur tribut sur le corps et l'esprit du sultan. Celui qui avait défié les plus grandes puissances d'Europe et d'Orient et qui avait façonné l'histoire par sa volonté de fer, affrontait désormais son ennemi le plus intime, la vieillesse et la fragilité humaine. Avec les années, la vitalité de Soliman, bien que toujours remarquable pour son âge, commença à décliner. Les longues et épuisantes campagnes militaires qu'il menait autrefois personnellement à l'avant-garde devinrent moins fréquentes et plus ardues. Il n'était plus le jeune et impétueux conquérant qui écrasa la Hongrie à Mohacs ou assiégea Vienne. La direction des fronts de bataille fut de plus en plus déléguée à ses généraux et, finalement, à son fils et héritier survivant, Sélim. Cette transition n'était pas seulement une question de commodité, c'était une nécessité physique. La santé de Soliman, bien que jamais publiquement admise comme fragile, commença à montrer des signes d'usure, avec des rapports de gouttes et d'autres maladies qui l'accompagnèrent dans ces dernières années. Le déclin physique, cependant, n'était qu'une facette du crépuscule. La paranoïa, très latente chez de nombreux dirigeants absolus, s'accentua après les tragédies impliquant Ibrahim Pacha et, surtout, Mustapha. La série d'exécutions de princes, culminant avec la mort de Bayezid par instigation de Sélim et avec l'approbation tacite du sultan, créa un climat de peur et de méfiance à la cour. Soliman, le législateur qui avait cherché la justice, fut forcé de prendre des décisions contraires à sa nature paternelle et juste, tout cela au nom de la stabilité de l'État et de la succession. Ces choix, bien que politiquement pragmatiques dans le contexte de la tradition ottomane, laissèrent des cicatrices émotionnelles et peut-être spirituelles chez le sultan. La gloire des conquêtes passées commença à être éclipsée par les ombres de la perte personnelle et de la brutalité nécessaire pour maintenir le pouvoir. De plus, les victoires militaires, bien que grandioses, devenaient de plus en plus coûteuses. Le siège de Vienne, bien qu'un retrait stratégique et non une défaite directe, fut un signe que l'Europe ne serait pas si facilement soumise. Les guerres contre les Habsbourg devinrent longues et épuisantes, drainant ressources et vie.
La rivalité avec la Perse safavide persistait également, avec des campagnes aboutissant à des gains territoriaux limités et exigeant un effort militaire constant. L'Empire, bien que vaste, commençait à ressentir les limites de son expansion, et la tâche de consolider et d'administrer tant de peuples et de cultures divers devenait un défi croissant. Le sultan immortel, malgré sa vigueur, commençait à voir les premières fissures dans son armure d'invincibilité. La question de la succession, toujours un point névralgique dans l'histoire ottomane, devint encore plus pressante et douloureuse pour Soliman dans ces dernières années. Après les exécutions de Mustapha et Bayezid, le seul fils survivant de Hurrem, et donc l'héritier incontestable, était Sélim. Sélim, cependant, n'avait ni le charisme ni le talent militaire de ses frères disparus. Il était davantage connu pour son penchant pour le vin et les plaisirs de la vie que pour son aptitude au champ de bataille ou à l'administration. Bien que Soliman l'aimât, il y avait une inquiétude palpable quant à la capacité de Sélim à maintenir l'héritage d'un empire si vaste et complexe. Le sultan était, d'une certaine manière, prisonnier d'un choix limité, résultat direct des décisions dures prises pour éliminer des rivaux plus forts. La paranoïa de Soliman, ironiquement, avait pavé la voie à un successeur que beaucoup craignaient ne pas être à la hauteur du défi. Malgré son vieillissement et sa santé déclinante, Soliman refusa de se résigner à l'inaction. Dans ces dernières années, il chercha à mener une dernière grande campagne, une démonstration finale de puissance et un effort pour solidifier les frontières occidentales contre les Habsbourg. Son objectif fut la forteresse de Szigetvar, en Hongrie, devenue un foyer de résistance et un point de départ pour les incursions chrétiennes en territoire ottoman. En 1566 après Jésus-Christ, à 72 ans, déjà affaibli par la goutte et d'autres maladies, Soliman partit pour ce qui serait sa 13e et dernière campagne militaire. Il était si faible qu'il devait être transporté en litière pendant la marche, mais sa volonté de fer restait inébranlable. Le siège de Szigetvar fut brutal et prolongé. La petite garnison hongroise et croate, dirigée par le courageux Miklos Zrínyi, résista héroïquement contre la puissance écrasante de l'armée ottomane. Alors que la bataille s'éternisait, le corps de Soliman céda finalement. Le 6 septembre 1566 après Jésus-Christ, quelques heures avant la chute finale de la forteresse, le sultan immortel mourut dans sa tente face à Szigetvar. Sa mort fut gardée secrète par son grand vizir, Sokollu Mehmed Pacha, pendant environ 48 jours, jusqu'à ce que Sélim puisse arriver à Belgrade et être proclamé sultan, évitant ainsi tout désordre ou mutinerie parmi les troupes. Le corps de Soliman fut momifié, son cœur et ses organes internes furent enterrés près de Szigetvar, où un mausolée serait plus tard érigé, tandis que le reste de son corps fut ramené à Istanbul pour être inhumé dans la magnifique mosquée Süleymaniye. Les derniers actes de Soliman, en particulier la campagne de Szigetvar, furent un témoignage de sa détermination à préserver l'héritage et la gloire de l'empire qu'il avait construit. Il voulait mourir en guerrier, en campagne, consolidant les frontières et étendant l'influence ottomane jusqu'à son dernier souffle. Bien que le siège ait été une victoire coûteuse, il sécurisa la frontière hongroise pour des décennies. Le crépuscule d'un géant ne fut pas un déclin dans la disgrâce, mais la fin d'une ère glorieuse, avec le sultan combattant jusqu'au dernier moment, reflet fidèle de sa vie extraordinaire. La nouvelle de la mort de Soliman le Magnifique, dans sa tente face à la forteresse assiégée de Szigetvar, fut un secret gardé sous 7 sceaux, une nécessité pragmatique pour assurer une transition fluide du pouvoir. Son fidèle grand vizir, Sokollu Mehmed Pacha, agit avec maestria et discrétion. Conscient du chaos potentiel que la nouvelle immédiate de la mort du sultan pourrait provoquer parmi les troupes sur le champ de bataille, et plus important encore, pour éviter toute tentative d'usurpation ou de mutinerie avant l'arrivée de l'héritier, Sokollu maintint la mort du sultan secrète pendant 48 jours impressionnants.
Pendant cette période critique, il simula la présence de Soliman, émettant des ordres en son nom et allant jusqu'à vêtir le cadavre du sultan de ses habits quotidiens pour que les gardes puissent encore le voir depuis l'entrée de sa tente. La forteresse de Sigedvar tomba et la victoire fut annoncée au nom du sultan encore vivant. Ce fut une manœuvre de maître qui garantit la stabilité de l'Empire dans un moment de vulnérabilité extrême. Le corps de Soliman fut préparé pour son long voyage de retour vers la capitale. Cependant, dans un geste soulignant la dévotion et le symbolisme, son cœur et ses organes internes furent extraits et inhumés cérémonieusement près de Sigedvar, là où un mausolée serait plus tard érigé. Le reste de son corps, dans un cercueil voyageant sous le couvert d'un transport de malades, fut ramené dans une procession méticuleusement planifiée à travers les Balkans, pour être finalement inhumé à Istanbul. Là, il reposerait en paix dans son propre tombeau, au sein du complexe de la magnifique mosquée Süleymaniye, l'une des plus grandes et splendides mosquées du monde, qu'il avait lui-même commandée au génie architecte Mimar Sinan. Sa tombe devint un lieu de pèlerinage et un témoignage physique de sa grandeur. La mort de Soliman marqua la fin d'une ère dorée pour l'Empire ottoman. Avec son dernier souffle, l'Empire perdit non seulement un dirigeant, mais un symbole de sa force et de son âme. La nouvelle de son décès, lorsqu'elle fut enfin révélée au public et aux cours étrangères, suscita des réactions diverses. En Orient, il y eut un deuil profond et une reconnaissance universelle de sa grandeur. En Occident, la nouvelle fut accueillie avec un mélange de soulagement et de respect. Les ennemis de longue date, comme les Habsbourg, respirèrent soulagés par le départ du Grand Turc, mais reconnurent aussi la perte d'un adversaire redoutable, dont l'esprit stratégique et l'ambition inébranlable les avaient tenus en alerte constante pendant près d'un demi-siècle. L'impact immédiat de sa mort sur l'Empire fut l'ascension de son fils et unique héritier survivant, Sélim II. Sélim, contrairement à son père et à ses frères défunts, était plus porté sur les plaisirs de la vie à la cour que sur les rigueurs du champ de bataille. Son intronisation, bien que pacifique grâce à l'astuce de Sokollu Mehmed Pacha, suscita des inquiétudes parmi les vétérans et l'élite militaire qui craignaient un déclin du leadership. Ils étaient habitués à la main ferme et à la présence charismatique de Soliman. Sélim II héritait d'un empire à l'apogée de sa puissance et de son étendue territoriale, mais aussi avec les germes de futurs défis qui exigeraient un dirigeant à la hauteur de son père, ce que Sélim, surnommé « l'ivre » par certains, serait difficilement. L'ère de l'expansion effrénée touchait à sa fin et l'Empire entrait dans une nouvelle phase où la maintenance et l'administration seraient aussi cruciales que la conquête. L'héritage de Soliman le Magnifique transcenda les frontières géographiques et temporelles, solidifiant sa position comme l'un des plus grands dirigeants de l'histoire. Son règne ne fut pas seulement une période de vastes conquêtes militaires, mais une ère dorée où l'Empire ottoman atteignit son apogée culturel, légal et administratif. Il fut un architecte d'empire au sens littéral et figuré. Ces réformes juridiques, codifiées dans le Kanuname ou loi de Soliman, garantirent justice et ordre dans un empire vaste et diversifié, établissant un précédent influençant la gouvernance ottomane pendant des siècles. L'harmonisation de la loi séculière avec la loi islamique, Charia, fut l'une de ses plus grandes contributions, lui valant le titre révéré de Kanuni, le législateur. Dans le domaine des arts et de l'architecture, l'impact de Soliman fut monumental. Sous le génie de Mimar Sinan, l'architecte en chef impérial, Istanbul et d'autres villes de l'Empire furent ornées de mosquées majestueuses, de ponts robustes, d'aqueducs novateurs, d'écoles et de caravansérails. La mosquée Süleymaniye reste un témoignage durable de cette ère, une œuvre d'art reflétant la magnificence et l'ambition de son mécène. La poésie, la calligraphie, l'orfèvrerie et les miniatures prospérèrent également sous son patronage, faisant de la cour ottomane un centre culturel vibrant, rivalisant et surpassant souvent les cours européennes de l'époque. La beauté et la fonctionnalité s'unirent dans les créations de cette période. Cependant,
L'héritage de Soliman portait aussi les ombres des décisions brutales nécessaires pour maintenir le pouvoir absolu. Les exécutions de son ami Pargalou Ibrahim Pacha et de ses propres fils, Mustapha et Bayezid, sont des taches tragiques sur son règne, révélant la froideur calculée exigée pour la survie dynastique dans la cour ottomane. Ces actions, bien qu'elles aient garanti la ligne de succession immédiate, éliminèrent également certains des leaders potentiels les plus capables et pourraient être considérés, rétrospectivement, comme un facteur contribuant au déclin éventuel de l'Empire après son apogée. Le sultan immortel était après tout un homme, confronté à des choix impossibles entre l'amour et le devoir, entre la famille et l'État. La réflexion finale sur Soliman le positionne comme une figure paradoxale. Le conquérant implacable qui était aussi un poète sensible, le législateur juste qui ordonnait des exécutions familiales, le souverain absolu qui, en même temps, cherchait l'harmonie et l'ordre dans son vaste domaine. Son règne marqua l'apogée de l'Empire ottoman, un pouvoir s'étendant sur 3 continents, défiant le monde chrétien et influençant profondément le cours de l'histoire mondiale pendant des siècles. L'ère de Soliman représenta une période de pouvoir et de prestige maximaux, un chapitre qui résonne encore aujourd'hui comme le sommet de l'une des plus grandes civilisations islamiques. Il vécut et mourut en guerrier et visionnaire, et son histoire continue de fasciner, un rappel vivant de la complexité et de la gloire des grands empereurs. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et laissez votre commentaire. Voici la chaîne des empereurs. À la prochaine.